Do you want to be a fighter? RMC. Here comes Inoue. That destructive power does it again. Fighters Club. I'm the baddest motherfucker on the planet. Hey, je vous avais dit quoi? Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 300e numéro, 307e, excusez-moi, numéro du RMC Fighter Club. Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous offrir ces awards, ces récompenses 2024 pour la boxe anglaise. Et c'est le premier numéro de l'année, donc meilleurs vœux à tous les auditeurs du RMC Fighter Club. Avec moi cette semaine, mon partenaire habituel n'est pas là, on lui passe un grand coucou à Baba, il est en Thaïlande, il profite de ses vacances, même si au deuxième jour il était déjà à la salle à envoyer des high kicks. On vous change pas les combattants, messieurs, hein, ça c'est sûr. Donc autour de la table pour m'accompagner cette semaine, mon compère déjà de Fight Minds, vous l'avez vu il y a quelques semaines dans notre preview de Usyk Fury 2, un des deux compères de la boxe chez Fight Minds avec Dylan, Kabir Bouran. Comment ça va ? Salut, ça va super, merci, meilleurs vœux à tous encore une fois et un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, tu le sais. Et puis Awards de la boxe oblige, Kabir, on était obligé d'inviter une sommité de la boxe française, numéro 1 WBC chez les welter, champion WC Silver également, monsieur Souleymane Sissoko. Comment ça va ? Salut Alex, salut à tous, j'espère que tout va bien, tout le meilleur pour cette année et puis hâte de vous retrouver sur le ring. Meilleur vœu 2025 et une année dorée, monsieur Souleymane Sissoko. Bah là, on l'espère et on va en reparler un peu pendant cette émission. On fera quelques questions aussi autour de ton actualité. On va décerner nos Awards 2024 en boxe anglaise. Usyk a affronté Fury pour enfin désigner un seul roi des lourds. Beterbiev a croisé les gants avec Bivol pour sacrer le meilleur mi-lourd de sa génération. Crawford a fait sa sortie annuelle dans le ring pour conquérir une 4e catégorie. Inoue a rempli le Tokyo Dome mais a encore prouvé qu'il n'avait besoin ni de Vegas ni de Riyad pour briller. Bam a une nouvelle fois montré pourquoi il était le meilleur boxeur de la nouvelle génération. Canelo n'a toujours pas affronté Mbili, mais Souras a choqué le Mexique et le monde. On pourrait continuer des heures comme ça tant l'année 2024 a regorgé d'histoires à raconter dans le monde de la boxe anglaise. 365 jours de plaisir et une émission pour récompenser ceux qui nous en ont le plus donné. Des nouveaux champions, des unifications, des grands noms, des révélations, des déceptions, des combats et des KO bonbons. Bienvenue dans les Awards Box 2024 du Fighter Club. Let's see if Anthony Joshua can dispel the MMA champion. It is lights out. Wow. Anthony Joshua. Oh! Will the third time be the charm? By majority decision. King Ryan Garcia. Là, ça commence à devenir très dur pour Neri. Elle va être compliquée pour oui, Neri. parce que là, 8 par crochet, c'est fini. C'est fini, sans penser. Je sais pas si l'arbitre a arrêté, je n'ai pas vu le mouvement, mais c'est terminé. Il a arrêté. Naoya Inoue est le meilleur boxeur de la planète, n'en déplaise à Terence Crawford. Split decision. Alexander. Et c'est le comble. Médaille d'argent 8 ans après. Le cœur déchiré de Sofiane Oumia. Aïe, la médaille d'argent pour lui. To the winner by majority decision, Artur Beterbiev. Will he remain undefeated and the man in heavyweight boxing? It will go down to the scorecard. Oh! Another terrific ending. Still undefeated, still the reigning heavyweight champion of the world from Ukraine, Alexander Usyk. Et merci à Max pour cette petite prod qui vous résumait plein des événements de l'année. Il y a aussi de la boxe olympique puisqu'on était en 2024, Paris 2024, on se rappelle, et les médailles de nos 3 Français qui ont été médaillés aux Jeux Olympiques à domicile. Une petite émission, d'abord je voulais faire un coup de promo pour, comme c'est l'émission un peu bonbon de toute l'année 2024, à Christian Panzou pour son livre Dans l'ombre du chaos, les coulisses des combats les plus mythiques. Je me le suis lu pendant les vacances,
superbe ouvrage, donc n'hésitez pas à aller découvrir ça dans toutes vos librairies. Et je rends hommage, cette émission, elle est hommage à Miss Nagano, qui est la patronne de Taiken, qui est un grand gym et promotion au Japon, qui est décédée ce week-end à 99 ans et qui a fait énormément pour le développement de la boxe au Japon. Vous savez comme ça me tient à cœur, donc cette émission, elle est pour Miss Nagano. On va commencer direct avec nos awards, messieurs. On va commencer par le plus simple, mais le plus logique, le combattant de l'année. Messieurs, est-ce qu'on peut dire autre chose qu'Alexander Usyk pour le combattant de l'année ? Ça va être assez simple, Souley. Je pense que c'est Alexander Usyk. Pour moi, c'est lui qui est le combattant de l'année. Il a prouvé à plusieurs reprises qu'il était le meilleur. Premier champion unifié, incontesté des lourds depuis 25 ans. Exactement. Il a confiance en lui, il a montré une domination et là, il commence vraiment à avoir le public derrière lui. Le public commence à comprendre que Usyk, c'est pas un jeu. Il est confiant, il était sûr de lui face à Usyk 2, face à Fury 2. Et ce qu'il nous a prouvé, c'est seulement exceptionnel. C'est pas un jeu, lui, il a fini le jeu. Par contre, il a fini la boxe. Il a fini le jeu. Exceptionnel et il a pas fini le jeu pour lui. Lui, c'est qu'il en veut encore. C'est pas l'argent qui l'intéresse, il le dit. Moi, c'est de gagner des titres, c'est ma legacy et il veut aller encore chercher d'autres records, battre d'autres boxeurs. Et c'est là où on parle d'un boxeur exceptionnel. C'est bon, avant de donner la parole à Kabir, mais c'est marrant ce que tu viens de dire là. Je rebondis. Si tu étais dans la peau d'Usyk, Monsieur Souleymane Sissoko, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique chez les amateurs, champion unifié chez les cruiserweights, champion unifié chez les poids lourds. 114 millions de dollars ta dernière bourse contre Fury 2 à Riyad, t'arrêterais la boxe ? Ou tu continuerais ? Honnêtement, je pense que j'arrêterais la boxe. Moi aussi. Pour être transparent, je pense que j'arrêterais la boxe. Mais lui, ce qu'il le dit, c'est que l'argent ne l'intéresse pas. Là, il a tuté ça il n'y a pas très longtemps. C'est que l'argent ne l'intéressait pas. C'est que ce qu'il veut, c'est être utile au plus grand nombre, etc. Il a des vraies valeurs, Usyk, et c'est pour ça que c'est un grand champion sur le ring et en dehors du ring. Tu as bien raison que l'argent ne l'intéresse pas. Je ne sais pas si tu as vu passer cette petite vidéo où il a une Rolex au poignet. Et un intervieweur lui demande c'est quoi, où est-ce qu'il a acheté sa Rolex ? Et il dit mais c'est pas une vraie. Il dit je l'ai acheté en Turquie, $100. Parce que pour moi, c'est pareil, quoi. Tu vas avoir l'impression que j'ai une Rolex. Alors que ce mec-là pourrait s'acheter je ne sais pas combien de Rolex vu la bourse que je viens de vous dire. Kabir, tu es d'accord avec nous ? C'est simple pour te résumer. Usyk en début d'année. La question, c'était est-ce qu'il va pouvoir battre Fury ? Est-ce que c'est vraiment le meilleur lourd de sa génération ? En fin d'année, la question, c'est où est-ce qu'on le place dans le classement historique de la boxe, tu vois, à quelle place tu le mets, tu vois, pour vous montrer l'année qu'il a fait. Et c'est ça, et c'est révélateur du fait qu'il soit clairement numéro 1 par rapport à son activité, mais aussi par rapport à l'adversité qu'il a eu. Battre Fury, comme tu le disais, 2 fois confirmé, devenir officiellement, on va dire, le roi des lourds, battre des records et continuer tout le travail qu'il a fait. On a parlé de boxe amateur un petit peu, en amateur, puis en professionnel, dans une catégorie plus basse. Enfin, il a brisé des records, il a créé l'exploit, et puis je pense que c'est clairement son année. Et effectivement, il a fini le jeu, je le vois pas. Moi, j'aimerais le voir combattre encore des années, mais il lui en reste plus beaucoup. Il lui en reste plus beaucoup, mais franchement, je pense que c'est clairement le boxeur de l'année et peut-être même un des boxeurs de la décennie si on fait la discussion. Je pense qu'en fin de décennie, il sera, même s'il arrête maintenant, il sera dans la conversation très clairement. Baba qui m'a laissé ses choix aussi depuis la Thaïlande, il a bien sûr mis Alexander Usyk combattant de l'année. Je vous propose 2-3 autres mentions. Vous me dites ce que vous en pensez, mais qui peuvent mériter au moins d'être cités. Je pense qu'Arthur Beterbiev quand même, parce qu'il unifie, il bat Bivol, il unifie les mi-lourds, même si certains pensent que Bivol a gagné, mais bon, c'était un combat compétitif. Avant ça, en début d'année, il bat Callum Smith. En plus, c'est une belle année aussi. Champion du monde dans la était en dessous, mais voilà, c'est Callum Smith quand même. Moi, j'ai cité aussi Zurdo, Gilberto Ramirez. Oui, belle année aussi. Qui monte en cruiserweight et qui conquiert 2 ceintures avec Goulamirian et Bilan Smith pour devenir champion unifié. Et Oscar Collazo. Chez les pailles, la plus petite des catégories, qui devient le premier champion The Ring des pailles, en battant Noko CP Freshmart, qui était champion du monde depuis 8 ans, je crois, le Thaïlandais, ou quelque chose comme ça, une performance incroyable. C'est les 3 autres que je mentionne là. Vous avez d'autres noms qui vous ont plu dans cette année ? Je pense aussi Dylan, mon compère, côté Fight Minds, évidemment, qui n'a pas pu être présent, mais qui m'a envoyé ses pics et ses choix. Effectivement, Usyk aussi, clairement, il a battu 2 fois l'un des meilleurs lourds de sa génération, mais il avait aussi en mention honorable forcément Bam et Inoue. Donc pour les mêmes raisons et pour des raisons d'adversité, les combats qu'il a eu et également tout simplement le niveau qu'ils ont eu globalement cette année, quoi. Tu noteras comme j'essaye d'être j'ai pas dit Inoue, j'ai pas cité Inoue. Pour moi, c'est pas sa meilleure année. C'est une question, pourquoi ? C'est pas sa meilleure année. Doheny, c'est pas ce que je voulais voir en septembre, clairement. C'est l'adversité. Je pense que maintenant, à part Nakatani en super bantam, il n'y a rien d'autre que je veux. Il faut monter en 126, il faut monter en plume. Et Neri, le combat contre Neri est incroyable, je l'ai cité dans d'autres catégories, mais je pense pas qu'il est au niveau des autres que j'ai cités
voter en termes de combattant de l'année. L'année dernière, c'était lui pour moi sans hésitation. Donc, mais vous voyez, je reste objectif, les gars, c'est important. Voilà pour notre combattant international de l'année, mais on voulait aussi bien sûr récompenser un combattant français de l'année. Il y a plusieurs choix, les gars. Soulé, tu participes, bien sûr, même si tu es combattant français toi-même. Malheureusement, avec ta blessure, tu n'as pas pu combattre en 2024, donc tu n'es pas éligible à notre award cette année, Souleymane. Mais on espère qu'en 2025, on pourra te le donner avec une belle ceinture on est sûr. de champion du monde. Il y a pas mal de noms à noter cette année, les gars, sûr. quand même. Parce que Bruno Suras, qui a qu'un combat, mais c'est tellement une dinguerie ce qu'il a fait à Mongolia que tu pourrais presque le citer. J'ai Bakary Samaké, bien sûr, qui a conquéri sa ceinture WC Silver chez les Super Welter. Christian Mbili, 3-0 sur l'année, dont Deveriachenko. On peut sauter Leonardo Mosquera. J'aime beaucoup quand même un nouveau j'étais à son combat, c'était champion WC Silver là, chez qui a battu l'invaincu Shevon Clark, c'était quand même pas facile à Monaco. Khalil El Adri et Bielechki sont devenus aussi champions WC Silver. On parle en super feather et en middleweight. Lele Sadjo qui a 3-0 sur l'année, dont un championnat d'Europe. Mais moi, c'est aucun de ceux que je viens de vous citer. C'est David Papo. Ça va te parler, c'est dans ta catégorie, Souleymane. 3-0, l'invaincu ancien champion d'Europe John Miguez, Josh Warner qui était invaincu aussi, ceinture WBO global IBF international, numéro 4 WBO désormais, classé WC IBF aussi. Pour moi, c'est David Papo, le combattant français de l'année, Soulé. Je suis d'accord et pas d'accord. David Papo, il a fait une excellente année. Attention, il a fait une excellente année. Je crois que tous ses combats, il gagne avant la limite. Donc, on voit qu'il a progressé. Mais moi, je mettrais plus Christian Mbili par rapport à l'adversité. Au niveau des adversaires, je serais plus sur un Christian Mbili que sur un David Papo. Après, voilà. Deveriachenko, c'est très lourd quand même. Deveriachenko, c'est très lourd. Ça l'a propulsé. On le voit là. En termes d'adversité, il n'y a que Suras avec Mongolia qui a un adversaire équivalent. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, en termes d'adversité, je mettrais plus Christian Mbili. Sinon, David Papo, attention, année exceptionnelle, très bon boxeur. Pour moi, il mérite d'avoir plus de lumière parce qu'on ne parle pas assez de lui. Et ça, c'est très dommage. Mais je mettrais plus à Christian Mbili qu'un David Papo. Après, c'est un choix personnel, mais voilà. Bien, avant que je te donne la parole, j'en profite parce qu'on tient à Souleymane Cissokho qui est dans la même catégorie, numéro 1 WBC, toi où David est numéro 9. Après son dernier combat contre Josh Warner, David Papo, quand on lui parle des prochains challenges, il y a bien sûr d'aller conquérir ce titre mondial, notamment en WBO où il est bien classé. Et puis l'autre possibilité qu'on lui dit, combat franco-français, et il dit il n'y a qu'un seul nom qui fait sens, c'est Souleymane, on en a déjà parlé, nos promoteurs en ont déjà parlé. Est-ce que tu peux nous dire là-dessus, c'est quelque chose qui t'intéresse? Vous êtes tous les deux très bien classés dans la même catégorie en welter. Bien sûr, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'a toujours intéressé. Nous, on a essayé de boxer David Papo plusieurs fois, mais le truc c'est que on n'arrivait pas à être d'accord sur certains points parce qu'ils voulaient absolument que je vienne là-bas avec une proposition moindre au niveau financier et nous, ça nous intéressait pas forcément. Mais oui, ça c'est un combat que moi j'ai envie de faire depuis très longtemps. David Papo, on s'est boxé 2 fois déjà en amateur et là en professionnel, il progresse beaucoup, donc c'est un combat qui serait très intéressant. Moi, je suis très 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 ouvert à ce combat-là. Et ces combats, excuse-moi de te couper, pour moi, avec Lele Sadjo Mbili, c'est le combat le plus fun de la boxe à faire en France aujourd'hui. Honnêtement, j'aimerais beaucoup, mais ce qui est dommage, c'est que le public ne sait pas forcément ce qui se passe dans les coulisses. Moi, j'ai des messages où on a une proposition concrète à son promoteur, etc., et que le promoteur derrière ne répond plus. C'est un combat qu'on voulait faire au mois de juin dernier, si je ne me trompe pas. Et voilà, derrière, il répond plus. Puis derrière, Souleymane ne veut pas boxer Papo, etc. Ah non, loin de là. Les coulisses Papo, de la boxe. C'est ça. Oui. Papo, c'est un ami avant tout. C'est un bon gars. J'ai fait beaucoup de temps avec lui en équipe de France. Mais c'est un combat auquel moi, je kifferais faire et sans aucun problème. C'est difficile, les coulisses de la boxe. Parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux de quelqu'un qui apparemment est proche du clan David Papo et qui disait que le clan David Papo avait proposé à Jin Sasaki, le japonais qui va devenir le premier champion du monde welter du Japon, de venir à Nantes le combattre. Parce que Sasaki, il est plus haut classé dans les classements et il est par exemple sur les cartes de Naoya Inoue. Il est en undercard de Naoya. Ça fait beaucoup plus. Et apparemment, le clan Sasaki a refusé. Et en fait, ça se comprend. Parce qu'on pourrait se dire, Sasaki a peur de venir affronter Papo en France, mais ça se comprend d'un point de vue business de la boxe. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est que moi, je suis plus haut que lui, j'étais plus haut que lui. Là, je suis pas sur BoxRec, mais j'étais plus haut que lui dans les classements. Et on vous fait une proposition qui est supérieure à la proposition que vous nous faites, et surtout sans télé, et vous voulez quand même absolument qu'on boxe là-bas. C'est pas très logique, en fait. Pour moi, ça... C'est pas très logique, non, mais... C'est la difficulté aussi de ces coulisses de la boxe, qu'on explique facilement en ayant toi et en ayant ces coulisses-là.
Kabir, donc combattant français de l'année. Je passe au passage pour Baba, c'est aussi David Papo. Ouais, ok, ça marche. De toute façon, avec Baba, on se conserve jamais, on a toujours les mêmes résultats. Donc, En tout cas, pour le coup, je suis en phase avec Souley. Moi, pour ma part, c'est également Christian Mbili. Pour les mêmes raisons, hein, le fait qu'il ait fait face à beaucoup d'adversité et que finalement, on ait senti, mine de rien, un step cette année, qu'il ait pu affronter un combattant qui est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus chevronné et que ça permette de légitimer son parcours et sa position de numéro 1 justement dans cette catégorie-là. Mais par rapport à David Papo, je souhaite aussi rebondir parce que c'est intéressant. Typiquement, David Papo, il avait boxé le même week-end où Bakary Samaké avait combattu. Ouais. Et en fait, toute l'actualité s'est naturellement concentrée autour de Bakary Samaké. On n'a pas eu beaucoup d'exposition pour David Papo, malheureusement. Et je pense que ce que t'expliques, Souleymane, par rapport au fait qu'il combatte exclusivement à Nantes et qu'il n'y ait pas forcément une volonté... ou en tout cas forcément une propension à vouloir diffuser les événements, ou en tout cas se diffuser même à l'international, ça fait que malheureusement il a des combats avec un peu moins d'adversité. Et d'ailleurs bravo à son promoteur David Musset qui fait du super boulot pour faire des super soirées à Nantes où il y a du monde, ça remplit les salles avec des beaux combats, mais en effet à un moment quand tu vises le plus haut niveau international et les championnats du monde, il y a du business et il y a des trucs qu'il faut parfois pouvoir s'ouvrir un peu parce qu'on sait malheureusement Souley que la boxe en France c'est pas le pays où elle vit le mieux en ce moment, donc il faut pouvoir s'ouvrir aussi ailleurs. Après je pense qu'il faut rajouter un boxeur, Bakary Samaké, qui a fait pour moi une très bonne année, bien sûr. Même au niveau du grand public, il commence à être de plus en plus connu. C'est dur la pression quand tu es connu comme ça. Il a que 21 ans, il a que 21 ans et ce qu'il fait c'est quand même exceptionnel, à remporter la ceinture WBC Silver et monter comme ça dans les classements, ça c'est vraiment top. Oui, tout à fait. Ouais, et Mosquea aussi que je citais. Mosquea, bien sûr. On l'attendait peut-être moins que les autres noms que j'ai cités et il fait une super année, fini sur un gros point d'exclamation. On passe au combat de l'année, messieurs. Oh, il est pas facile celui-là. Je vais vous entendre d'abord avant de donner mon avis. Pour une fois, j'ai plusieurs mentions possibles, mais Kabir. Moi, je démarre tout simplement sur Fury Usyk 1. le 1, je précise. Et on en avait parlé. Hein, c'est vrai qu'on avait eu le sujet par rapport à l'impact et est-ce que le combat, quel était le meilleur combat entre le 1 et le 2 pour différents aspects, au-delà de l'aspect sportif et à l'aspect enjeu. Mais comme on l'expliquait, en fait, c'est un combat sur lequel on avait énormément d'inconnus puisqu'ils ne s'étaient jamais affrontés par rapport aux enjeux, forcément. Le titre incontesté des poids lourds qui n'était pas joué depuis l'ère des 4 ceintures et tout ce qu'il y avait autour et la carte qui était superbe, tout l'environnement et forcément le magnifique combat. Donc même sportivement, on a été plus que régalé. Fury, il est venu paradoxalement dans la forme de sa vie, bien qu'il n'ait pas le six-pack comme on l'a vu, mais en tout cas, il est venu au top. Usyk, il a fait ce qu'il savait faire et il est revenu des enfers après un combat plutôt difficile dans le début. Donc clairement, Dylan et moi, d'ailleurs, il a le même choix, Fury Usyk 1 pour le combat de l'année. C'est marrant, quand on a débriefé le 2 avec Baba, on s'est dit, nous, techniquement, le 2, il nous plaît plus. Oui. Par contre, le 1, même avec le round 6 où Fury est pas loin de le mettre avec son uppercut et le 9 où il est pas loin d'être KO, le scénario du 1, l'enjeu du 1, le 1 est au-dessus sur les deux. Perso, avant de te donner la parole, Souleymane, moi j'ai Beterbiev Bivol. J'allais dire la même chose. J'allais dire le même, voilà, on partage ça. Beterbiev Bivol parce que il est très serré. Il y en a beaucoup. Moi, j'avais vu Bivol gagner. Il y en a, je pense que c'est pas un vol du tout. Je pense qu'entre 115-113 pour la D2, voire match nul, tout peut s'entendre sur les cartes. Mais c'est le plus haut niveau de boxe possible, quoi. C'est ce qu'on a vu de plus fort. Techniquement, il y a de l'adaptation dans le combat. Les mecs sont au top du top. Ça se joue à une feuille de papier sur plein de rounds. C'est le meilleur de ce que peut donner la boxe. Je suis d'accord. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas vu un combat comme ça. Et d'être aussi focus dans le combat. C'est très rare, tu voulais pas aller, t'avais même envie de faire pipi, t'avais pas envie de quitter ton canapé. Tu rates 10 secondes, tu peux rater le round en fait, parce que tu vois, ça va vite. Et c'est un combat qui était très complet, à un niveau technique, mais vraiment une technicité très 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 élevée. Voilà, beaucoup d'engagement de la part des deux boxeurs, c'était exceptionnel. Moi j'ai kiffé ce combat, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le 2 qui arrive, parce que voilà, on a toujours cette fin de se dire, ah, bah, c'est qui a réellement gagné ce combat. Et fin ça, février, fin février, le 22, on aura la réponse exacte. Je pense que ce sera beaucoup plus facile pour Beterbiev cette fois-ci. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel. Mais sinon, ce combat-là était vraiment exceptionnel. Exceptionnel, vraiment. Combat de l'année du côté de Baba, c'est Vergil Ortiz contre Sergei Bohachuk. Oui. C'est un combat aussi. Combat malade mental, on est bien d'accord. Et son numéro 2, c'est le même numéro 2 que le mien. C'est Kenshiro contre Canizales. Ah oui, une guerre. En janvier dernier. Ouais. Une guerre. Alors vous savez que j'aime Kenshiro Teraji, d'amour complètement, c'est mon chouchou. Mais incroyable combat. Ouais. Fabuleux combat. Et en petite mention que j'ai aussi, j'avais Moloney Sanchez. Ouais. Pareil, début d'année, dès janvier 2024, mais exceptionnel. Taylor Serrano 2. Oui. Parler des femmes, quand même, parce que le 1 était génial, le 2 était tout aussi génial. Et mon bonbon absolu, mais là on parle de geekos de la boxe qui vont mater des cartes japonaises, Phoenix Battle à 10h du mat où il n'y a personne en main event. Shu Utsuki, Katsuya Yasuda.
Ah, ça, Retenez ces noms, réécoutez les paroles que je viens de dire, allez taper ça dans Google ou dans YouTube, vous allez halluciner. Déjà, c'est le round de l'année, le round 4, je crois qu'ils vont 4 fois au sol, 2 fois chacun. C'est un combat où chaque fois qu'un mec prend le momentum, il se fait mettre au sol après. Wow. Dès qu'un mec prend l'avantage, il se fait down. Ce combat est d'une débilité sans nom absolu, et c'est pour ça que j'aime la boxe au Japon. Allez le mater, Shu Utsuki contre Katsuya Yasuda avec le round de l'année, c'est le round 4, largement, messieurs. On passe au KO de l'année ? Yes. C'est parti. Alors, le KO de l'année, moi j'ai, et je vous donne la parole ensuite, j'ai Angelo Leo sur Luis Alberto Lopez pour la ceinture IBF des plumes. Parce que vous venez de ce KO, au bout des 10 secondes, il a même pas commencé à se lever, Luis Alberto Lopez. En plus, c'est un upset ce combat-là, puisqu'on attend plus Lopez gagnant que Leo. Et c'est le KO, lumière éteinte absolue. Kabir, t'as quoi ? Ouais, c'est des KO qui glacent le sang. Je pense à celui-là, c'est le genre de KO, tu peux compter jusqu'à 90, tu sais que le gars va pas se relever. Non, c'est mort. Et dans cette dynamique-là, moi, je pensais aussi au KO de Joshua sur Francis Ngannou pour l'impact, mais c'est pas celui-là que j'ai choisi. C'est une mention honorable. Mais en tout cas, moi, perso, c'était plus Dubois contre Joshua. Parce que vraiment, le KO, j'ai eu la chance d'être à Wembley avec Gillan, qui lui aussi l'a choisi comme KO de l'année. Le voir à Wembley en direct, suivre le combat, voir à quel point en fait le contre et la manière de voir Joshua s'effondrer, puis il y a eu un down, puis encore un KO, c'était, je trouve le KO magnifique, et l'impact que c'est aussi de voir Joshua qui avait fait une super année, qui avait combattu Francis Ngannou juste avant et qui avait fait une très très belle année, le voir s'effondrer face à un Dubois qui n'était pas forcément favori, malgré le fait qu'il soit champion en titre, ça a été un gros impact et j'ai adoré ce KO là. Je l'avais cité Joshua Ngannou dans les mentions possibles, mais j'ai mis sur ma fiche, si vous lisez, j'ai mis en fait non, car c'est trop facile. Ouais. C'est pas une pique à Francis, mais à ce moment-là du combat, Francis, il est plus là. Il est plus là sur le KO. Il a juste à sortir son bras arrière, Joshua, des enfers, et il traverse le ring quasiment pour le mettre. Il y a plus de combat en fait. L'arbitre doit arrêter avant d'ailleurs, je pense. Vraiment, Francis, il est plus là du tout. Soulé, t'en as d'autres ? T'avais un autre KO qui t'a plu ? Un petit coucou à Bruno Suras. Hein. Ah merci, mais oui, je fais un petit peut coucou être que dans les mentions. Ouais, il doit être dans les mentions. Et on va en parler ailleurs dans d'autres awards. Oui, parce que voilà, il a quand même d'autres awards, mais je pense que il mérite en tout cas parce que il a éteint. Il a complètement éteint Rémi Munguia, et là, je pense que ça le mérite d'être dit. Ouais, parce que même quand il se relève sur le 10, Munguia, il est plus là. Il est plus là. Il n'y a pas de l'arbitre à arrêter de quoi. Il est plus là du tout. J'ai les petites mentions aussi qui sont des bonbons. Si vous les avez pas vus, allez les voir tout de suite. Osles Iglesias, qui est le cubain chez les super moyens dans la catégorie de Christian, qui est un tueur absolu, contre Jvedenko. C'est le KO le plus flippant de l'année. Jvedenko, il est au sol, il a les bras qui bougent comme ça. T'as l'impression qu'il va mourir, quoi. Bam contre Estrada. Ouais. C'est pas le plus spectaculaire, mais techniquement c'est le pivot pour mettre le crochet. C'est Bam, quoi. Enfin, c'est Bam, c'est le meilleur boxeur de la nouvelle génération, je l'ai dit. Et ce KO, c'est un bonbon vraiment total. Olasquaga contre Riku Kano. Pareil, Olasquaga, c'est sur une carte au Japon. Et avec son premier crochet, il enlève la main de protection de Kano et ensuite il le termine sur l'autre, mais magnifique totalement. Et dans mes petits bonbons japonais que vous aimez toujours, Kazuki Nakajima contre Juiki Tatsuyoshi. C'est un crochet, mais d'une force. T'entends le bruit de l'impact du coup dans la salle, c'est au Korakuen Hall. T'entends ce bruit, tu te dis, il vient de lui taper un coup de mitraillette dans la tête. Donc si vous n'avez pas vu tous ces KO, allez les voir. Et vas-y. Et je pense qu'il ne faut pas oublier Martin Bacolé aussi, face à Anderson. Jared Anderson. L'arrêt de l'arbitre, enfin le KO qu'il lui a donné, il était quand même, même si c'est l'arbitre qui arrête à la fin, mais voilà, ça a été quand même exceptionnel. Ouais, c'est assez net, et puis on s'attendait beaucoup, vous voyez Jared Anderson favori de ce combat-là. Donc grosse belle surprise aussi de la part de Bacolé. Et puisque j'étais obligé de le citer, messieurs, mais Inoue sur Neri, pour le coup, au Tokyo Dome, l'enchaînement uppercut direct avec le même bras arrière. Magnifique. Techniquement, c'est quand même du monster. C'est du monster de haut niveau, donc il mérite d'être dans les mentions du KO de l'année. Et on passe à l'award suivant, le prospect de l'année. Alors pour moi, le prospect de l'année, ça se joue entre deux personnes. Ça peut pas être un autre nom. Moses Itoma, le poids lourd britannique, 4-0 sur l'année. Abdullah Mason, poids léger américain, 5-0 sur l'année. Pour moi, c'est Abdullah Mason. Ouais. Malgré que voilà, sur le dernier combat, il est quand même tombé, mais voilà, ça prouve beaucoup de choses. Il a eu une année exceptionnelle. Il tombe, mais il le met KO au round d'après. Entertainment, boxeur qui est complet, qui s'est avancé, qui s'est reculé, qui est technique, qui a de la volonté, qui va faire de grandes choses, je pense, en boxe, et qui a beaucoup appris sur son dernier combat.
Kabir. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il ait beaucoup appris, qu'il a encore une énorme marge de progression. Mais moi, j'ai Moses Sitoma parce que j'aime beaucoup aussi les poids lourds et je trouve qu'il a fait un très très beau parcours. 4 victoires, 2 au premier round, 2 au deuxième round. Il est en phase de pouvoir potentiellement dépasser le record de Mike Tyson, c'est possible, en devenant le plus jeune champion du monde des poids lourds. Il est même. Il va falloir aller vite maintenant. Il va falloir aller vite, ça peut aller vite, mais Sur justement, 2025, sur 2025, il y a Il faut que Justice ce soit. Uni, il y a une actualité qui est tombée. Ils sont pour parler pour un combat contre Justice Uni, donc pour un titre intérimaire, et puis ça peut aller très très vite chez les poids lourds. On voit qu'il y a de grosses dynamiques et ça peut être intéressant. Et oui, effectivement, j'hésitais aussi, Dylan également, entre Abdullah Mason et Moses Sitoma, mais on aime beaucoup les poids lourds chez Fight Minds, on a préféré Moses. Sur le Baba, sur sa fiche, il m'avait mis Mason ou Thomas, j'arrive pas à choisir. Voilà. Donc c'était assez clair. Et moi, pour le coup, j'étais Mason au début. Ouais. Et en fait, Itoma Ouais, vers la fin. Itoma, parce que je pense qu'Itoma s'est plus rapproché du sommet des lourds que Mason s'est rapproché du sommet des légers, où il y a beaucoup de monde quand même, beaucoup de concurrence. Itoma, en fin d'année, comme tu dis, les discussions, c'est quand même bon, à quand on lui met un gros nom pour voir ce que ça donne, quoi. Ouais, tout à fait. Donc je pense il a plus grandi en termes Je vois. les yeux sur lui et tout ce qu'on attend de lui que Abdullah Mason cette année. Donc je le donne à Moses Sitoma. Et tu sais qui j'ai mis dans mes mentions? Qui? J'ai mis Tenshin. C'est mon chouchou, donc. Tenshin, parce que l'ancien gros champion de pied-point au Japon qui est passé à la boxe anglaise, il doit être à 5-0 en carrière, quelque chose comme ça. Champion au PBF déjà, il monte vite, continental là-bas en Asie. Mais c'est encore un prospect en boxe anglaise. Il a moins de 10 combats. Oui, tout à fait. Il va être en championnat du monde en 2025, si ça gagne au prochain combat. Clairement. Il peut être mentionné. Il peut être mentionné, il a toute la place, mais après Tenshin, en fait. Oui, c'est pas le prospect classique, vu sa carrière d'avant. Vu son passif, il a fait un perfect en pied-point, en fait. Il a fait un perfect et des gens ont encore espoir de le voir revenir en pied-point. Oh, regarde, t'as vu les mecs de pied-point qui sont là. On se dit vite, deviens champion en anglais. Une fois qu'ils sont en boxe anglaise, ils restent en boxe anglaise. Souley, il peut te confirmer, c'est pas les mêmes bourses, hein, les mecs. C'est sûr. Les mecs commencent à voir l'échec, il n'y a pas de retour en pied-point là. C'est pas possible. Croire, s'il vous plaît. Et côté Japon, Yuta Sakai et Daya Kira. Retenez ces deux noms, ils sont qu'à 2-0, mais vous allez voir très 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 vite, vu le système japonais qui accélère vers les championnats du monde, vous allez très très vite en entendre parler. On passe à la performance de l'année. Compliqué, celui-là aussi. Ouais. Quelle est la plus belle performance cette année? J'aurais pu mettre Bam contre Estrada. Oui. On en parlait, parce que c'est en plus c'est un côté symbole, la nouvelle génération qui prend le pas sur l'ancienne génération. Il va au sol quand même une fois dans ce combat-là, Bam. Donc c'est pas performance 100% flawless. Celle contre Guevara de Bam après, ou en 3 rounds. Alors c'est pas le même niveau d'adversité, mais quelle démonstration. C'était la même soirée que Jérôme et Nice là, et entre les deux, on voit qui a fait la meilleure performance ce soir-là, c'était Bam, incroyable. Usyk contre Fury dans le 2, voire dans le 1 d'ailleurs. Moi, je le mettrais plus dans le 2 pour la performance globale. J'ai cité Collazo, dont je vous citais tout à l'heure, contre CP Freshmart. Inoue contre Neri, après le knockdown, après son knockdown du premier round. Il perd plus une seule seconde du combat. Une fois qu'il est mis au sol, il passe en mode monstre, en fait. Ok, d'accord, Louis Neri, tu veux me... Et j'ai fini par mettre Bakram Murtazaliev contre Tim Tszyu. En 3 rounds. Où il explose Tszyu, alors qu'il était pas du tout le favori. On l'attendait pas. C'est limite un upset en fait. Il est dans les upsets de l'année aussi. C'est limite un upset et oui, performance, moi je l'avais aussi jugé sur le fait d'un combat très engagé où finalement il y en a un qui parvient par la stratégie, par le cardio, par il y a plusieurs définitions à la performance. C'est pour ça que, dans le cas côté Dylan, c'était plutôt Yoka versus Martinez parce que Martinez il était pas chez lui, il a réussi à faire un très très beau combat et s'en sortir. Et pour ma part, moi c'était plus Nick Ball face à Raymond Ford. Kazuto Yoka, pas Tony Yoka. Oui, bien sûr, Kazuto Yoka. Au cas où pour nos auditeurs, au cas où. Et sinon effectivement Nick Ball contre Raymond Ford, je trouve que c'était un combat ultra engagé qui était un 50-50 sur le papier par rapport à l'opposition de style. Nick Ball qui avance beaucoup, Raymond Ford qui est un excellent contreur, qui boxe gaucher, qui gère super bien la distance, mais qui a réussi à se faire dominer par le cardio et la puissance de Nick Ball. Donc je trouve que c'était une super performance, mais effectivement les choix que tu as pris étaient forcément aussi dans la liste, c'est évident. Soulé. C'est dur. Hein. C'est dur, il y en a plein. C'est dur, il y en a plein. Baba, qui était ma dernière mention que je vous avais pas citée, il a Dubois contre Joshua. Ok. Oui. C'est dur. Ce qui est une performance incroyable parce qu'on l'attendait pas. On mettait Joshua favori. Mais pareil, moi je mettrais Bakram. Bakram parce que voilà, c'est un ami déjà. On s'est entraîné plus de 3 ans ensemble. J'ai mis beaucoup les gants avec lui et je peux vous dire c'est quelqu'un qui frappe très fort, donc ça me. Tszyu peut confirmer. Ouais, ça c'est pas quelque chose qui me choquait. Et puis non, ce qu'il a fait c'est une sacrée performance. On l'attendait pas du tout.
On l'attendait pas du tout. Et puis là, aujourd'hui, il a propulsé son nom dans le très haut de la catégorie de 154. C'est avant ce combat-là, on parlait de Sioux pour Crawford. C'est ça. Oui. Maintenant, t'en parles plus du tout et tu parles plutôt de Bakram pour Crawford au cas où, tu vois. Et puis si tu vois les retombées, surtout ce que tu dis, c'est que voilà, il m'a fait très mal. Tous ses coups me faisaient mal. J'avais à chaque fois mal à la tête, etc. Là, on comprend un peu la puissance de Bakram. Donc moi, je le mets dans la performance de l'année. Ouais, je pense qu'on sera d'accord, donc Mousseleiman, et on passe à un award qui va être très très rapide à décerner, l'upset de l'année. J'aurais pu vous dire Angelo Leo contre Luis Alberto Lopez, j'aurais pu dire, on aurait pu dire Bakram contre Tsu. Hein. Oui. Ça aurait été possible, on l'a dit, ça pouvait être dans les... J'aurais pu mettre, moi je l'ai mis en mention, Takei contre Moloney. Oui. Yoshiki Takei, l'ancien du pied-point, devenu champion du monde chez les bantam, parce qu'on l'attendait pas forcément déjà champion du monde aussi vite. Tout à fait. Et que Moloney, c'est pas le dernier à prendre dans ces catégories-là. Mais comment ne pas dire Monsieur Bruno Suras qui va KO'ter Jamie Munguia chez lui à Tijuana au Mexique. C'est impossible. C'est 100% Bruno Soulé. 100% Bruno. 100% Incroyable. Bruno. En fait, la différence... Bruno, voilà, on sait qu'il est bon, on sait qu'il a de très bonnes qualités, mais voilà, on savait pas qu'il pouvait être à ce niveau-là, rivaliser face à un Munguia, il faut dire la vérité. Mais moi, je sais pas, je sentais quelque chose. Avant le combat, je lui envoie un message, je lui dis, hey Bruno, voilà, on se connaît pas plus que ça, mais je t'envoie vraiment une grosse force. Je sais pas, il y a un truc qui se... un feeling. Un feeling, truc, merci beaucoup, merci pour ton message, ça me donne beaucoup de force, etc. Et lorsque j'ai vu ce KO, je dis, waouh. Waouh. Ouais. Il a choqué le monde. Je dis pas la France, il a choqué le monde. Ça, ouais. Vraiment au niveau international. C'est pas la surprise qu'en France, c'est la surprise internationale. Fallait regarder les réseaux de boxe le lendemain matin. Les mecs hallucinaient, mais qui est ce mec-là? Exactement. Il y avait des mèmes qui étaient fabriqués. L'équipe de Canelo est en train d'appeler l'équipe de Bruno Suras. Enfin, c'était complètement délirant ce qui s'est passé. Ça allait vite, ça allait très vite. On est d'accord, vous êtes 100% d'accord. Dylan et moi, on est 100% en phase. Oui, Baba était aussi, j'ai pas précisé, mais 100% Bruno Suras très largement. Et effectivement, il a déjoué tous les pronos. Ils l'ont envoyé pour perdre et il a marqué l'histoire. Il a fait ce que Canelo n'a pas réussi à faire en mettant KO Munguia. Et donc effectivement, ça a été sujet de blague, mais c'est la même factuellement. C'est la même année. Factuellement, il a réussi à le faire. Factuellement, il a fait mieux que Canelo cette année contre Munguia. C'est incroyable de dire ça. C'est ouf. Et voilà, pour la petite surprise et le rendez-vous, le 20 janvier, on recevra Bruno Suras en plateau avec Baba. On tenait à lui rendre hommage pour toute une émission et qui nous raconte de l'intérieur toute cette extraordinaire histoire qu'il a vécue en décembre au Mexique. On passe, messieurs, au vol de l'année. C'était pas facile, on en a parlé Kabir en off, c'est pas facile à désigner. Je l'ai rajouté, je voulais raconter, donc je vais le raconter aussi à l'antenne. C'est un award que j'ai rajouté le 26 décembre. J'étais en famille et je regardais sur mon portable un stream thaïlandais depuis le Rajaman Stadium qui n'avait pas vu de championnat du monde de boxe depuis très longtemps. Je crois que c'était 17 ans. C'est rarissime. Et il y avait Canizales, dont je vous ai déjà parlé, contre Kenshiro en début d'année, contre Pagna. Le Thaïlandais, c'est un scandale absolu. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un vol comme ça. Même le public thaïlandais, alors que le Thaïlandais devient champion du monde, se met à huer le résultat. Le propre public thaïlandais eut son mec. Baba qui est là-bas m'a dit, quand j'en parle en Thaïlande, on me dit c'est incroyable, notre mec local il l'a volé. C'est oufissime, le 11e round qui est presque un 18 sans knockdown pour Canizales. Il y a des juges qui le donnent à Pagna. Parfois, on le disait Soulé avant de démarrer l'émission, parfois être fan de boxe, c'est une frustration de dingue quand tu es dans un combat comme ça. Ça peut frustrer parce que voilà, lorsqu'on voit un adversaire gagner le combat et puis derrière qu'on ne lui donne pas la victoire, ça frustre et ça peut te dégoûter aussi surtout de ce sport, avec tous les vols qu'il y a, qu'on connaît depuis la nuit des temps. Ça, c'est vrai que ça frustre un peu et la boxe perd un peu de son public à cause de ça. Complètement, je suis d'accord. Baba a le même que moi, enfin il l'avait noté. Vous en avez d'autres ou pas? Si vous en avez pas, c'est pas grave, mais je voulais rajouter enfin. J'y tenais. Pour mon 26 décembre devant mon stream thaïlandais, tu vois, alors que j'aurais pu profiter d'une heure de plus en famille. Voilà. Les Thaïlandais m'ont eu et Carlos Canizales devrait être le champion du monde WBC des light fly, c'est une évidence. On passe au moment de l'année. Moment de l'année, ça représente tout ou rien, les gars. C'est un truc qui vous a fait aussi kiffer. C'est un truc qui vous a marqué plus qu'un autre, qu'on pouvait pas placer dans un autre award. Qu'est-ce que tu as choisi, Kabir? Ouais, pour le coup, je suis en phase aussi avec toi sur le moment. Le moment qui m'a fait le plus vibrer, c'était quand j'étais à Wembley. J'ai pu assister au combat de Dubois contre Joshua. Et globalement, au-delà de la soirée et même au-delà du combat, c'est vraiment toute l'ambiance. Wembley, on rappelle, c'est 96 000 personnes. Un choc de poids lourd entre Britanniques à Wembley. À Wembley, l'ambiance, elle est dingue. Toute la pyrotechnie, Riyad Season, quand ils s'exportent, ils font également du très bon travail en termes de production. C'était vraiment exceptionnel. Donc c'était vraiment mon moment où je me dis, waouh, voir 2 poids lourds, une ceinture de poids lourd en Europe.
dans un combat comme ça, c'était vraiment dingue. Et pour Dylan, forcément, il était à Riyad lors de Fury Usyk 1, donc tu peux pas trop dépasser ça. Si Ouais. t'étais dans la salle, ouais, je crois que pas, donc c'est clairement. forcément ton moment. Soulé, Moi, est-ce que t'en je as un dirais que le retour de Tyson face à Jake Paul, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas. Voilà, on s'attendait pas à ça. Mike Tyson, Rien que de le voir, Mike. rien ça te que fait- de voir Mike, Ouais. oui. Ah non, c'est pas le. Bon, après le combat, voilà. Ouais, voilà. On en a parlé. On en a parlé. C'était un zéro pointé, il faut dire ce qui est. Ouais, mais c'est le fait de voir Mike Le fait Tyson. de voir Mike Tyson de retour sur le ring, etc., c'était un moment de l'année, le moment de l'année pour moi. C'est en boxe, c'est marrant que t'en parles. Ça permet d'avoir ce témoignage-là d'un boxeur qui est dans sa carrière. Pour toi, un Mike Tyson, ça reste icône absolue. Bien sûr, icône absolue. Et pour nous, c'est dommage quand même de le voir de retour sur le ring face à un jeune comme ça, youtubeur, etc. C'est pour ça que c'était un moment vraiment qui m'a marqué dans cette année. Mike Tyson, c'est un boxeur qui a été exceptionnel dans sa carrière. Et j'espère qu'il ne va pas continuer en tout cas à faire de ces genres d'exhibitions parce que ça nuit vraiment à son Une fois, image. ça suffit. Hein. C'est ça. Voilà, une fois, ça suffit bien amplement. Du côté de Baba, il a Beterbiev Bivol, juste pour le Ok. fait d'avoir les deux. Et c'est vrai qu'on les attendait depuis plus longtemps, Oui. finalement, qu'Usyk Fury. Il y a quelques années, on attendait plus Joshua Wilder. Ouais. Alors que déjà, on attendait Beterbiev Bivol à cette C'est vrai. époque-là. Donc c'est vraiment un combat qu'on attendait depuis hyper longtemps. Et moi, j'en ai deux. Il y en a un qui est très perso. C'est être dans la cabine de commentaires pour Inoue Neri et voir Inoue se prendre un down et d'être là devant le truc à me dire attends, il est au Tokyo Dome, il a enfin rempli ça. Ça fait des années que je leur vends mon gars. Enfin, il y a des gens devant l'écran et il va se faire battre par Luis Neri en se faisant down au premier round. Ah là là. Mais dès que j'ai vu son regard quand il s'est relevé, je savais, comme tu disais tout à l'heure, mode monster, Ouais, mode ouais, monster exactement. activé. Et il va y avoir autre chose qui va se passer. Et moi, je suis désolé, on l'avait dans la prod, mais Ryan Garcia. Ryan Garcia, quand on voit Valdinguet et Vineni, après tout ce qui s'était passé dans l'avant-combat, les folies furieuses de Ryan Garcia qu'on pensait même pas en état de boxer. On est d'accord, Kabir, quand on suivait ça. n'attendait pas du tout. Et On se disait il va se faire laminer parce qu'il est pas du tout en état. Alors il y a eu contrôle positif derrière. On Le peut dire poids, beaucoup de il y a eu choses sur plein de- voilà, le poids qui est raté. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce combat. Mais on était tous comme des dingues devant l'écran. C'est vrai. Garcia envoyait Valdinguet et Eni, non les Ouais. gars. Je suis d'accord. C'était une dinguerie ce truc-là. D'accord, j'y croyais pas quand j'ai vu ça. Déjà, dès le premier round, lorsqu'il le touche et qu'il y tremble comme ça, je dis waouh. Ouais, il nous a tous surpris. Il nous a tous surpris. Après, bon, c'est une demi-victoire parce que Voilà, il y a beaucoup de choses à ce qui se dire passe derrière. derrière. Je Exactement. parle du moment qu'on a vécu, tu vois, à l'instant quand Oui. on était devant l'écran, quoi. Ouais, c'était un truc de dingue. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Ça, c'est évident. On passe au chouchou de l'année. Quand je vous ai envoyé la liste, c'est le award un peu compliqué à expliquer, mais il mérite pas le titre de combattant de l'année, mais il vous a régalé toute l'année. Ça peut pas forcément, c'est pas forcément un champion du monde, c'est pas forcément un mec très haut classé, quelqu'un qui vous régale. Ah, moi, pour le Très coup, bien. c'est Martin Bacolé. J'en parle souvent en vidéo, Ah, justement, parce que c'est vrai que cette année, je trouve que c'était aussi son année. Et c'est vrai que dans le message, tu avais écrit, c'est pas le combattant de l'année, mais celui qui vous a régalé. Bah, effectivement, Martin Bacolé, il est très haut classé chez les poids lourds, mais voilà, c'est une catégorie qui est ultra compétitive. Et je trouve qu'il a fait une très belle année. C'est un combattant qui était connu par les aficionados, par les gens qui suivaient, et qui était connu même par les combattants poids lourds. Il a la réputation d'avoir sparé quasiment tout le monde et les meilleurs, et qu'il les a tous un peu secoués et choqués. Et donc cette année, je trouve que ça a été un peu une exposition grâce à la Riyadh Season et grâce au combat qu'il a fait. Et il a pu également justement éteindre la hype de Jared Anderson qui était vu comme le prochain gros poids lourd américain. Il en a fait un combat plutôt simple de son côté. Il y avait même des airs un peu de Foreman, toute proportion gardée bien sûr. Et donc tout ça fait que son caractère, sa manière de boxer, son style et ses ambitions font que pour moi c'est un peu mon chouchou pour ma part. Je sais que t'es très fan, ouais, très bien. Et pour Dylan, c'était Joseph Parker, un poids lourd qu'il a pu rencontrer également et qui va avoir une très très belle année, qui a fait une belle transformation, même sur le plan technique, sur le plan physique. Il a une belle année qui va arriver et je sais que Dylan l'apprécie énormément et qui va nous promettre. Il a un une belle énorme opposition. rendez-vous le 22 février aussi. Ça va être compliqué, mais justement, parce qu'on parle tous du Dubois Usyk 2, mais il n'y a pas de cœur à passer pour Dubois. Exactement. Soulé, t'en as un? T'as un petit chouchou sur l'année? Honnêtement, c'est un peu difficile, mais Bacolé, t'as raison, hein, Dylan, ce que tu dis, c'est que c'est pas mal ce qu'il a fait, et puis son caractère surtout. Ouais. Tu sais, c'est un mec, il a la joie de vivre, il danse à chaque fois, on peut que kiffer ce mec. C'est vraiment le terme chouchou. C'est le terme que tu dis, c'est le terme chouchou, parce que voilà, le mec, il est cool, il a une joie de vivre, voilà, mais tu vois dans ses yeux que le mec, il est déterminé, je les veux tous. Je vais tous les taper, mais tout en dansant, etc. Tu vois, ça monte un peu le truc et il est très atypique et moi je trouve que c'est le chouchou de l'année. J'adore ta phrase, Soulé. Je vais tous les défoncer en dansant. Tranquille, quoi, normal. Du côté de Baba, c'est Jesse Bam Rodriguez. Oui. Et je suis assez d'accord en fait. Pour le coup, moi, c'est chouchou absolu. Comment tu peux être si fort, si jeune en fait? C'est la suite, on attend que la suite en fait. C'est absolument délirant. Sa carrière, elle va être un régal à suivre parce qu'en plus,
je l'ai vu dire, il veut pas boxer très longtemps. Par contre, il dit je veux boxer qualité. Je veux que tous mes combats comptent. Je veux avoir des unifications montées. Je veux que des grands noms possiblement. C'est un mec qui a déjà parlé d'aller taper Inoue, qui est 2 catégories au-dessus, même si c'est dans quelques années. Enfin, voilà, c'est un mec qui cherche de la grandeur et qui est un boxeur fabuleux. Bravo à Robert Garcia, qui aurait pu être en pro, en tout cas l'entraîneur de l'année. Sinon, je vous l'ai dit en off, si on avait fait entraîneur de l'année, c'était l'entraîneur des Ouzbeks au JO, 5 médailles d'or. Mais le travail de Garcia avec Bam, il est incroyable. Et en mention, moi, de chouchou, il y a Kenshiro, parce que c'est mon chouchou permanent, je vous le dis tout le temps. Et Collazo. Oscar Collazo, parce que en plus, la catégorie paille, c'est une catégorie que peu de gens regardent. On va pas se mentir, les mecs font moins de 50 kilos. Il n'y a pas la lumière dessus. Et c'est un boxeur fabuleux. Un boxeur extraordinaire, techniquement, sur la puissance qu'il peut générer pour ce poids-là. Donc, c'est aussi un de mes chouchous, mais je vais avec mon baba et on vote Jesse Bam Rodriguez. On passe à la déception de l'année, messieurs. Alors, je vais commencer, c'est marrant pour la déception de l'année, pour la première fois, je vais commencer par celle de Baba, pour le clin d'œil à ce que tu nous as dit tout à l'heure, parce que sa déception, c'est le fait que Jake Paul contre Mike Tyson existe. Je lis sa phrase texto, pas vu, et je ne regarderai jamais le combat. Tyson fait ce qu'il veut, ça reste à mon sens une mauvaise chose. Donc, voilà, je pense d'ailleurs qu'il pourrait être d'accord avec toi sur le fait que voir Tyson, ça reste tellement une icône que c'est machin. Mais voilà, il nous fait comprendre qu'il n'aurait pas aimé que ça existe. Vous avez d'autres déceptions, les gars, Soulé? Anthony Joshua face à Dubois. Pour moi, ça a été une déception parce que c'est vrai que l'adversité de Joshua n'était pas top. Il a pris un Ngannou, etc. Et voilà. Mais il revenait très bien. Donc on s'attendait tous à ce qu'on ait un Joshua face à Fury ou un Joshua face à Usyk qui reviennent pour être 3 fois 3-time world champion. Et malheureusement, comment il a perdu, ça nous a tous plus ou moins déçus. Attention, Dubois, c'est un sacré champion, c'est un sacré boxeur, mais ça a été, moi, une petite déception de l'année. Je l'ai dans mes mentions aussi. Vraiment, parce que tu t'attends à ce que là, ils reviennent dans la discussion pour le vainqueur de Fury Usyk, qu'est-ce qu'on peut faire, machin. Quelque chose de... Et là, les conversations post-Dubois, elles sont plutôt, bon, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Qu'est-ce qu'on fait derrière, même s'il y a le le Fury à Wembley qui vendra, mais ouais, c'est déceptif. Sur l'année, son aura et tout ça, ça descend quand même beaucoup sur l'année. Kabir. Ouais, je suis sur cet aspect déception par rapport aux attentes qu'on avait. Moi, c'est Boots, où je me suis dit, en fait, en début d'année 2024, tout le monde s'est dit, quoi. Jaron Ennis. Ouais, exactement, Jaron Ennis, Boots Ennis, pardon. Donc je me dis, contre Crawford, ça va donner quoi? On est pressé, on était dans des débats à se dire, Boots contre Crawford, et puis en fait, au fil des combats qui étaient assez décevants, faut le dire, et bien qu'il boxait chez lui, bien qu'il faisait des beaux combats, je pense que sa volonté de toujours vouloir faire le show, sans forcément être ultra décisif, ça lui a fait rater ses combats et faire des sortes de contre. Son main event en novembre, on en parlait tout à l'heure, et il est main event chez lui, toute la carte est faite autour de son nom et de Bam, d'ailleurs, c'était les deux rois, et il est... En plus, il y a un contraste, parce que Bam, juste avant, fait une performance 5 étoiles, et derrière lui, c'est un peu plus compliqué. Il rame, quoi. Et en fait, c'est dommage, parce que début d'année, on le voyait comme un potentiel adversaire de Crawford, on les mettait quasiment au même niveau, et finalement, en fin d'année, on commence à se dire que c'est un petit peu compliqué pour lui, donc je le vois un peu comme une déception. Et pour Dylan, il voyait Gervonta Davis, je lis son message parce qu'il était très drôle. La prochaine personne qui me parle des 4 rois modernes, je vais me fâcher. Le gars évite tous les combats potentiellement compliqués pour lui, c'est le roi du cherry picking. Écoute, c'est mon choix aussi. C'est Tank Davis. À un moment, c'est même pas une question de déception, son KO contre Martin et tout, il est beau. Mais il y en a marre. Le gars, il a plus de 30 ans. Enfin, on les veut, les combats, à un moment. C'est pas possible que tu fasses toute ta carrière, même si tu fais du business et que ça marche, ton business. Tu remplis des salles, tu vends et tout. Mais c'est pas possible. Il est trop talentueux pour pas nous donner des gros combats, Soulé. C'est pas possible, ce Tank Davis, pour ça. Il est spécial, Davis. Tout le monde le dit, mais aux États-Unis, il est assez spécial. Il gère son truc. Il s'en fout parce qu'il fait vendre. Là, il y a eu beaucoup de critiques là, sur le prochain combat. Il a presque raison dans son... Mais le fan de boxe, il peut pas aimer. Non, je suis d'accord. Ça crée une frustration, en fait. Une réelle frustration parce qu'on connaît son talent et on veut le voir face aux meilleurs. Là, il se passe quelque chose dans la boxe. Tout le monde se rencontre, les meilleurs rencontrent les meilleurs. Et lui, c'est vrai qu'il en a parté de ça. On ne voit pas... c'est ça, t'as raison. Depuis quelques années, ça se relance beaucoup, la boxe. Moi, je l'ai déjà dit à ce micro, donc je peux le répéter sans problème. Pour moi, 2023-2024, la boxe, elle fait mieux que le MMA. Bien sûr. Elle est plus passionnante à suivre, il y a plus de gros combats qui se font, machin. Mais vas-y, rentre dans le train aussi. Rentre dans le train aussi. Je sais que Tank Davis, il veut pas aller en Arabie Saoudite, mais rentre dans ce train-là, fais-nous Shakur. Fais-nous Shakur, c'est pas possible autrement. Et Boots, un petit peu aussi, mais moi, tu sais, il y aura des débats un jour, puisque je pense que pour moi, c'est un des mecs les plus surcotés de la boxe aujourd'hui. Ouais. Mais donc, on aura des débats là-dessus. Il est dans ta caté, c'est marrant d'avoir ça. Par contre, je pense aussi que c'est un mec il lui faut un gros nom pour sortir le meilleur de lui-même. Je pense que contre des petits noms, c'est un mec qui n'arrive pas à se motiver. Donc j'espère qu'il me donnera tort en affrontant des grands noms. Mais
Qu'est-ce que t'en penses de Boutsenis en 10 secondes Moi, je le trouve vraiment très bon. Hein, Ouais. Boots. Je le trouve bon, complet, etc. Après, je pense que la catégorie de poids commence à être compliquée pour lui. Et trop de pression familiale. On l'a vu sur le dernier combat, comment son père, Ouais, c'est pas bon. il donnait pas de technique, de stratégie. Il lui disait juste finis-le. Et c'est pas bon pour un boxeur. Parce que à force de chercher le KO, regarde, tu mets à prendre des coups. Il a pris énormément de coups sur le dernier combat. Et il s'est exposé, en fait. Comme jamais. Donc là, tout le monde sait que, voilà, comme dit Sasaki, qu'il a dit que voilà, il aimerait bien le prendre, etc. Et que pour lui, il allait le mettre KO parce qu'il s'est exposé. Il a montré beaucoup de failles. Et ça, je trouve ça. Ouais, en fin d'année, j'ai l'impression quand même que pour les welter, pour les mecs, toi, Sasaki, les mecs du haut de la KT, là, il paraît plus prenable qu'en début d'année. Beaucoup plus prenable. Ouais. Il a montré des choses, voilà, il a montré des choses qui font, tiens, ça donne envie. Contre cette année, c'est marrant ce que tu as souligné, entre Eni, Fury et Nice. Cette année, les papas dans les coins de ring, ils n'ont pas fait que du bien. Hein. Ouais. C'est pas tous Shingo Inoue. Pour T'as vu la petite il fallait. Elle est facile, elle est rapide. Mais ouais, t'as vu, cette année, il y a eu plusieurs cas où les papas faisaient pas du bien. Alors ils sont dans le coin finalement. Pas toujours bon d'être que dans le cercle familial. On passe aux deux derniers. C'est pas des awards, c'est les projections de l'année. C'est rapide, messieurs. Le combat que vous voulez le plus en 2025. Naoya Inoue contre Junto Nakatani à Tokyo Dome. Moi, c'est réglé et ça fait longtemps que c'est réglé. Kabir. Pour ma part, j'avais plusieurs choix, j'hésitais vraiment, mais si je pouvais vraiment avoir un combat rêve pour ensuite aller dormir tranquillement, c'était Beterbiev Usyk. Donc un Beterbiev qui monte, Usyk qui descend. En cruiserweight. En cruiserweight, effectivement. Et donc ce serait un combat fou. Parce que en fait, ce serait vraiment l'accomplissement pour les deux, en fait, le dernier combat de carrière. Le dernier combat de carrière et ce qui marquerait l'un des plus grands boxeurs, sachant qu'il s'était déjà affronté en amateur, on le rappelle. Donc ce serait un énorme choc, même si Beterbiev a même envoyé Usyk au sol en amateur. C'est la seule fois qu'il a été mis au sol. De ça. Ce serait ouf en termes de storytelling. Deux invaincus, un des deux qui perd son. C'est vraiment un dream fight. Donc là, après, on sait pas. Avec Riyad, je pense qu'il y a 2-3 ans, on n'aurait pas pu imaginer certains combats qu'on a eu cette année. Usyk, c'est pas un poids lourd naturel. Donc, en plus, il galère à faire les 4 Et puis il était ouvert à ça. Oui. Ils en ont parlé. Il était ouvert à ça. Et Beterbiev aussi, on en a parlé. Si Beterbiev rebat Bivol, t'as pas d'autres trucs qui fait sens. Enfin, derrière, je pense que ce serait un combat à faire face à Usyk. Ouais, tu vois, t'es trop vieux pour prendre le gagnant de Morel Benavidez comme ça, c'est un peu ça s'arrêtera jamais en fait. Autant faire un dernier dream fight, c'est pas mal. Soulé, t'en as un autre? Moi, je pense pour le public, ça peut être bien d'avoir. On en a toujours parlé d'un Joshua face à Fury. Oui. Ouais, à Wembley. À Wembley, un Joshua Fury, je pense en 2025, ça serait top. Et c'est en pourparler, mais bon, voilà, je pense que c'est le combat qu'on aimerait voir, au moins, voilà, les poids lourds là sur ces décennies qui a le plus marqué, en tout cas du côté des Anglais. Les gars, on se rajoute Mbili Canelo? Ouais, j'allais le dire aussi. Dylan en parlait, ouais. J'ai hésité, j'allais le dire aussi. Dylan en parlait, il parlait de Suleiman contre Barrios ou n'importe qui aura la ceinture WBC d'ici là. Pacquiao, t'as vu que ça revient, hein? Ça revient là. Avec son fiston qui serait sur l'undercard. Ouais, c'est Pacquiao, il va vous passer devant. On en avait déjà parlé ensemble, Soulé. Hein. C'est dur, mais bon, écoute, c'est le business de la boxe, comme on parlait tout à l'heure, qui fait ça. Donc Soulé contre n'importe lequel des champions, mais ouais, Mbili Canelo. Mbili Canelo, clairement. J'avais vu passer, je te rappelle, je l'avais relayé sur les réseaux. Il y avait au Mexique, il y a des mecs qui commençaient à avoir en rumeur de se faire. Si on faisait Mbili Canelo, Munguia Suras 2 et Lele Saggio Pacheco sur la même carte. Wow. Ah, serait un. Wow, magnifique. France-Mexique pour le Cinco de Mayo, parce qu'en fait, la France est impliquée historiquement dans le Cinco de Mayo. Donc, faire une guerre Mexique-France sur le ring. Magnifique. Pour rappeler cet événement historique. Ce serait dingue. Kevin Saggio aussi très proche d'un championnat du monde. Ouais, bien sûr, aussi. Donc, on salue, ouais. Ce serait cool. Ce serait dingue. Comme ça, elle serait cool. Et c'est trop marrant, les gars, mais aucun de nous n'a cité, tu vois, comme quoi on n'y croit plus. Aucun de nous n'a cité Tank Davis contre Shakur Stevenson. Alors, c'est un des combats que le monde de la boxe veut voir. On en a marre. J'ai l'impression qu'on n'y croit plus, Soulé. Je te jure. On n'y croit plus, on en a marre, parce que voilà, ça va être un combat dans tous les cas qui va être compliqué à mettre en place, surtout avec un Tank Davis qui ne veut rien savoir, qui n'est pas impliqué dans le Riyadh Season, etc. Et puis voilà, Shakur, il a envie de ce combat-là, mais bon, on ne sait pas si Tank en veut. Sur les réseaux sociaux, oui, mais bon, dans les faits, c'est un peu plus compliqué. Baba me suit, il veut Inoue Nakatani, mais en deuxième, il veut, et j'aime beaucoup, Boutsenis contre Virgil Ortiz. Ah, là, ce serait un bon fight. On montrait, on serait en super welter. Déjà, pour Riyadh Season, pour le février. Donc ce serait en super welter, c'est dans le cas où Boots monterait et abandonnerait une ceinture, ce qui ferait les affaires de nos Français, Papo et Sissoko notamment. Voilà. On passe et on finit rapidement, mais c'est la tradition annuellement au Fighter Club quand on fait les Award Box, c'est le Pound for Pound, vos 10 combattants préférés actuellement, pas de l'année. Donc c'est toute catégorie confondue, on rappelle ce qu'est le Pound for Pound, c'est très subjectif, c'est des choix aussi très personnels, qui vous classez
de 1 à 10 dans ce pound for pound. Kabir. Ok, je vais déjà prendre. T'as pas besoin de te justifier, tu peux donner tes. Je vais donner l'honneur à Dylan aussi, qui avait aussi envoyé son 10 pound for pound. Il avait envoyé les justifications, on va le faire assez rapidement. Ouais. On va faire Usyk, Inoue, Crawford, Beterbiev, Bam, Bivol, Nakatani, Heini, Benavidez et Canelo. Dans cet ordre-là. J'aime bien. Pour ma part, Usyk, Crawford, Inoue, Beterbiev, Bam, Bivol, Benavidez, Canelo, Nakatani et Davis en dernier. Ok. Soulé, t'en as un? Tu l'avais préparé? Je l'avais pas préparé, j'ai un top 5. Ok, vas-y. Si ça vous intéresse, mais Je bon, prends. après. Donc moi, je mets Usyk, je mets Terence Crawford, je mets Beterbiev, je mets Bam et je mets Canelo. Il a pas mis Inoue. Il a pas mis Inoue. Il a pas mis Inoue dans mes 5. Si, il est là, Inoue. Je t'ai pas dit Inoue. Non, tu l'as pas. Ouais, alors tu l'as pas dit. Ah, Voilà. Inoue. J'ai vu, il y a une veine qui est sortie. Non, Inoue juste après. C'est pas après possible. Crawford. Non, non. J'invite des gens comme ça autour de ma table. J'allais dire, c'est pas possible. Inoue a juste après Crawford. Donc numéro 3. Ah, c'est marrant, vous avez tous les deux Inoue en 3 dans le trio Usyk, Ouais. Inoue, Crawford. Ouais. C'est le trio que tout le monde met 3 pounds for pound. Pourquoi moi je mets Inoue devant Crawford? C'est parce qu'il combat qu'une fois Plus par an. actif, ouais. Depuis Oui. 2020, il combat qu'une Plus fois par an. actif. Après Crawford. l'adversité, quoi. Ouais, bien sûr. C'est, en fait, c'est ça qu'on met face à C'est face frustrant. en Je trouve que général. Crawford est frustrant en fait. Il est tellement bon, t'as envie de le voir boxer un peu plus souvent. Il est en fin de carrière, bien sûr, tu vois, mais un seul combat. La dernière fois qu'il fait plus d'un combat sur une année, c'est 2019. Hein. Ah oui, On est en 2025. C'est une habitude. Ça commence à dater un peu. Le mien, Usyk numéro 1, tu vois, comme quoi je reste aussi. Inoue numéro 2, Crawford 3, Bam en numéro 4. Ok. Beterbiev 5, Bivol 6, Nakatani 7, Canelo 8, Kenshiro 9, Collazo 10. Ok. Un peu plus de surprise, enfin, vous savez que j'aime les petites catégories. Donc, Là, donc forcément, ça sort un peu plus que dans d'autres classements. Deux petites questions à toi, Soulé. On a fini tous nos awards, mais pour l'émission, rappelle-nous, tu devais combattre le 7 contre Mean Machine, Cavalioskas, c'était en décembre, en Afrique, en Guinée équatoriale, si je dis pas de bêtises. Tu t'es blessé sur le dernier sparring, fracture à la main. Raconte-nous rapidement quand est-ce que tu peux remettre les gants, quand est-ce que tu imagines ton retour, est-ce que ce sera Cavalioskas aussi et que le combat est juste reporté? Est-ce que tu peux nous dire rapidement ton actu? Ouais, donc fracture à la main. Je suis écarté là des rings au moins pour 2-3 mois. Le combat est reporté. Donc voilà, on a un contrat, on a une durée pour pouvoir remettre le contrat sur place. Donc le combat est reporté. On espère le faire entre avril et mai. Donc là, il y a plusieurs dates qui vont être négociées avec la télé. Donc à la mi-avril ou sinon vraiment début mai, on a pour l'instant 2 dates, 2 options. Et le combat aura bien lieu, toujours en Guinée équatoriale et toujours final eliminator. Donc le gagnant prend le champion WBC, le champion du monde WBC à ce moment-là. Le rêve pour toi serait que, finalement, dans le scénario, c'est pas que Pacquiao prenne cette ceinture. Et ça serait magnifique. Sissoko, Ça serait incroyable. Ce serait incroyable. Et ça, c'est... Parce qu'en plus, c'est inimaginable en fait. Quand tu commences ta carrière pro, Pacquiao est en toute fin de carrière, jamais, à mon avis, tu te dis dans ta tête, c'est un scénario possible. Non, je suis d'accord. Ça serait exceptionnel. Ça fait longtemps que tu m'en parles et j'espère que pour 2025, on pourrait voir ça. Bon, j'ai déjà un combat à passer. Ouais, bien sûr. Bon fight. C'est pas du tout un adversaire. Bien sûr, c'est pas un cadeau. C'est Crawford qui avait dit que son adversaire le plus compliqué, c'était Cavalioskas. Non, très, très, très bon adversaire. Mais moi, j'ai confiance. Je sais qu'on va le passer, ce mec-là. Ça va pas être facile, mais on va le passer. Et derrière, j'espère pour 2025 faire le championnat du monde. Kabir, on finit 2025 avec Pacquiao Sissoko, non? Ah, ce serait Royal Over. Ce serait Royal Over. Franchement, on signe de malade. Et comme j'ai pas donné le top 10 et on finit là-dessus de Baba, je le donne. Usyk numéro 1, Inoue 2, Crawford 3. T'as vu, Inoue 2, hein, il connaît Baba. Il sait ce que dit le patron quand même. 4 Beterbiev, 5 Nakatani, 6 Canelo, 7 Bam, 8 Gervonta Davis, 9 Bivol et 10 Stevenson. Je crois que c'est le seul qui a Gervonta encore dans son top. J'ai mis Gervonta en 10. J'avais pas entendu à la fin. Et il a Stevenson aussi. Ouais, et Stevenson aussi. Oui. Il a du mal à les laisser partir. Mais ils ont le talent pour être dans ce classement-là. Il faut juste qu'ils affrontent maintenant. C'est un niveau d'adversité qui va compter. Merci beaucoup, messieurs. C'était un plaisir de faire ces awards de la boxe 2024 avec vous. Et on espère revenir en 2025 pour vous faire des beaux awards de fin d'année et galérer à trouver le champion français de l'année 2025 parce que Mbili, Sissoko et d'autres peut-être seront champions du monde. Tu signes ça pour ça? Je signe. Ce sera l'award le plus compliqué à la fin 2025. On l'espère. On est d'accord. Merci beaucoup Kabir. Retrouvez toujours sur Fight Minds Kabir et Dylan pour vous parler de boxe anglaise. Ils font ça avec brio. Souleymane Sissoko, il vous a déjà dit quand vous pourrez avoir rendez-vous avec lui dans les rings. Ce sera dans quelques mois en 2025. Plein de force à toi Souleymane. Merci. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-vous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouveau numéro du Fighter Club. Meilleurs vœux à tous. Ciao, ciao. RMC Fighters Club.